Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Nicolas Leblanc. Bonjour docteur. Bonjour Alexandre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Nicolas Leblanc, il a plusieurs casquettes. Il est médecin de santé publique, il est aussi conseiller santé du premier groupe mutualiste qui est le groupe Vive, et il est aussi élu local. Mais on l'interroge aujourd'hui parce qu'il a écrit un livre à la fin de l'automne dernier, enfin à la fin du printemps dernier, excusez-moi, qui est paru à la fin du printemps dernier, avec le professeur Spira, un livre passionnant, très intéressant, qui aborde la question des territoires et des inégalités de santé. Le titre de ce livre s'appelle Santé, les inégalités tuent, et si je ne dis pas de bêtises, il est aux éditions du Croquant, hein, si c'est bien cela, docteur. C'est parfaitement ça. C'est parfait, donc j'ai pas loupé une ligne, c'est excellent. C'est les inégalités tuent, c'est le titre. C'est le constat aussi que vous faites un petit peu. Quelle est un peu la base de départ de vos réflexions avec le professeur Spira? Alors, avec Alfred Spira, épidémiologiste de renom, on a constaté depuis fort longtemps que la santé était prise par le prisme du soin principalement et que notre système de santé était d'abord et avant tout un système de soins et que les éléments qui déterminent la bonne santé, c'est-à-dire un état complet de bien-être physique, psychique et social, n'étaient pas des éléments qui étaient liés aux soins et forcément au système médical d'ailleurs. Et on est dans un pays où la représentation collective fait que tant qu'on n'est pas malade, il y a point de salut pour pouvoir faire en sorte que chacun d'entre nous, dans la position sociale dans laquelle il est, puisse avoir les moyens de pouvoir gérer sa santé en étant en bonne santé. Il y a des compensations dans un système universel qui sont pensées et organisées une fois que la maladie est arrivée, avec un accès aux soins qui se veut universel, même si on peut le contester ça et là au regard des difficultés de nos concitoyens à pouvoir accéder aux soins. Mais avant, tout ce qui détermine la santé, eh ben c'est quelque part pris par appartement, plus ou moins bien, plus ou moins de manière plus ou moins évaluée d'ailleurs sur l'impact de santé. Et tout ça, ça se traduit par le fait que des inégalités sociales de santé sont importantes dans notre pays, d'ailleurs au regard de sa richesse, si j'ose dire, puisqu'on sait que les déterminants de santé principaux sont d'abord et avant tout les conditions de vie, Oui. les comportements de santé afférentes, et puis l'environnement dans lequel nous vivons. Donc voilà ce qui a été la source de ce livre. C'était assez simplement de faire sortir les recherches qu'il y avait en la matière, qui ont beaucoup alimenté l'actualité dans les années 2000, mais qui ont tendance à passer un peu sous les radars depuis 5-6 ans. Et puis de faire en sorte que ces connaissances soient accessibles aux décideurs et au grand public, de tracer un panorama des éléments sociaux qui déterminent la santé, et Mhm. enfin de tracer quelques perspectives, le tout en 150 pages pour que ce soit comestible, si j'ose dire. Donc, le fait générateur, c'est l'acte. C'est-à-dire que vous parlez de cette population, cette frange de population qui passe complètement sous le radar parce qu'elle ne se soigne pas ou elle n'a pas accès aux soins, ça arrive, ça c'est encore de l'actualité, l'accès aux soins non programmés, parfois l'accès aux spécialistes, l'accès à un médecin traitant. C'est ça, donc en fait, vous dites que notre système, entre guillemets, démarre au moment où le fait générateur, qui est la prise en charge, se réalise. Mais avant, c'est une zone d'ombre. C'est un peu ça l'idée. Ah bon. Exactement. Et c'est ce qui détermine principalement la santé. On considère, alors selon les études, et puis certaines sont critiquables, mais on considère que l'accès au système de soins et et la qualité du système de soins expliquerait entre 10 et 20% selon les études, mais plutôt autour de 10 d'ailleurs, 10-12, 10 à 12% des différences d'espérance de vie. Donc on voit très bien que les déterminants principaux sont pas liés à l'accès aux soins. Ça ne veut pas dire que c'est pas important d'investir dans le soin, parce qu'une fois qu'on est malade, on est au bord du précipice avec des risques de mortalité qui sont imminents, si j'ose dire, ou des douleurs ou des impotences fonctionnelles qui nécessitent d'être prises en charge. Donc, la capacité à prendre en charge sa santé avant la maladie ne s'oppose pas au fait de la prendre au moment où on est malade. Simplement, c'est que si on veut faire en sorte que les mortalités évitables et prématurées soient réduites dans notre pays,
on puisse investir et avoir une bonne vision de ce qui détermine la santé, de telle sorte à réduire les inégalités qui sont majeures dans le pays. Ça, c'est le premier point. Le second point, parce que vous l'avez abordé dans votre question, Alexandre, c'est on parle de toutes les populations, parce que ce qui est observable quant aux inégalités sociales de santé, c'est ce qu'on appelle le gradient social de santé, qui fait que tout au long de l'échelle de revenus, l'espérance de vie se distribue de manière quasi proportionnelle. Tout à C'est fait. pas c'est vrai, mais ce qui veut dire que globalement, tout au long des revenus, qui est le marqueur des marqueurs, mais pas que, hein, il n'y a pas que ça, et ben on a une espérance de vie qui croît de manière linéaire. Avec une différence d'espérance de vie entre les plus riches et les plus pauvres qui est quand même extrêmement importante, puisqu'elle est de 13 ans en France. Donc, quelqu'un qui est dans les 5% les plus pauvres en ce qui concerne les hommes a une espérance de vie autour de 71,7 ans de mémoire, mettons 72 ans, alors qu'elle est 13 ans supérieure pour ceux qui sont les plus riches. Donc, on voit très bien que tout ça est chiffré et qu'il y a des mortalités évitables, c'est aussi des chiffres qui sont connus en France, qui sont tout à fait adressables à condition, adressable c'est un mot qui vient de l'anglais, donc qui sont tout à fait traitables, à condition qu'on puisse travailler sur ces déterminants, Mhm. faire en sorte que d'ores et déjà les inégalités se réduisent à ce niveau-là. Alors les déterminants, quels sont-ils, hein? Bien sûr, il y a le revenu qui permet d'accéder à un certain nombre de confort. Alors, c'est un peu stigmatisant comme mot, mais en tout cas, à des conditions de bien-être qui réduisent le stress, qui est un des éléments de facteurs aggravants pour un certain nombre de pathologies. Mais il y en a d'autres. Il y a le logement, l'éducation qui est un facteur majeur, les conditions de travail, etc., etc. Et, et justement, c'est ce que vous pointiez un petit peu dans ce livre, dans les constats et les différents leviers. Euh, comment peut-on agir à ce niveau-là très concrètement? On se rend compte quand même que sur les bas salaires, entre guillemets, les bas revenus de la population, il y a un système, la solidarité nationale est supposée jouer à plein avec les systèmes de prestations sociales. Encore il y a quelques années, il n'y avait pas de couverture complémentaire accessible pour ces populations-là. Maintenant, il y a la fameuse CSS, hein, si je ne dis pas de bêtises. Il y a tout un nombre de mécanismes qui sont mis en place. Mais malgré cela, le constat que vous en faites, c'est malgré, entre guillemets, cette intervention plus prenante des pouvoirs publics, ce panorama, entre guillemets, ce portefeuille de prestations disponibles qui est un niveau record, un niveau européen, il faut le dire, euh, on retrouve quand même, malgré tout, il y a encore des nœuds de blocage. Les nœuds de blocage, non, ce qu'on montre, c'est que une fois que vous avez une maladie et que vous avez accès aux soins, la réduction de mortalité est plus faible que si vous ne développez pas la maladie par Franchement. construction. Donc la question, elle est de pouvoir traiter les choses très en amont, très très en amont. Alors, alors ça ne veut pas dire qu'après, il ne faut pas les traiter une fois de plus, hein. Je veux dire, le soin ne s'oppose pas à la prévention et à tout ce que ça. La prévention populationnelle et pas uniquement individuelle. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la vie de merde, et ça a été développé par des épidémiologistes il y a fort longtemps dans le monde anglo-saxon, et qui montre que ces populations qui ont des faibles revenus, même si c'est compensé en termes d'accès aux soins, elles cumulent tout au long de leur vie des difficultés supplémentaires, qui sont celles de l'éducation, et qui font qu'à Oui. un moment donné, les représentations, on appelle ça les littératies, les représentations mentales de ce qui est important pour préserver sa santé ne sont pas suffisamment construites, et puis les représentations de ce qui est nécessaire à faire pour préserver sa santé ne sont pas suffisamment ancrées ou avec des difficultés pour pouvoir le faire. Je reprends systématiquement cet exemple. Fumer une cigarette quand vous avez la capacité de faire du sport, de partir en vacances, d'avoir des loisirs le week-end, c'est plus facile d'imaginer cesser et d'arrêter de fumer que quand c'est votre seul loisir. Donc, un premier élément. Le deuxièmement, c'est qu'un des facteurs cumulatifs et les difficultés cumulatives chez cette population se retrouvent au niveau de l'emploi, avec des emplois fractionnés, des emplois moins rémunérateurs, quand vous y mettez des conditions de logement qui sont difficiles, et donc soit par la précarité du logement, soit par l'éloignement entre le lieu de travail et le logement, vous avez encore des difficultés dans la vie de tous les jours, etc., etc. Si vous êtes en plus une famille monoparentale avec peu de revenus, l'accès aux loisirs est plus difficile, et la question du lien social peut être parfois aussi un des éléments qui explique des difficultés sociales qui malheureusement, in fine, font que certaines maladies se développent, les maladies cardiovasculaires, les maladies bronchopulmonaires, etc., qui sont typiquement des maladies ou des cancers où les inégalités sociales de santé ont été démontrées. Il y a il y a une ou deux maladies qui sont emblématiques
d'une relation inverse, et notamment le mélanome, puisque les populations les plus avantagées socialement sont celles qui s'exposent le plus au soleil. Et Tout à donc, il y a fait. un excès de risque sur le mélanome inverse par rapport à l'échelle des revenus, par exemple. Donc, voilà. On se rend compte qu'il y a besoin d'une intervention à 360 degrés quasiment quand on prend bout à bout les déterminants, les leviers et autres. Mais justement, dans votre livre, vous parlez notamment du besoin peut-être de retravailler sur les territoires, de repenser entre guillemets nos mécanismes et partant peut-être plus du local. C'est-à-dire concrètement, les collectivités sont appelées dans votre vision à jouer un rôle beaucoup plus prépondérant sur ces déterminants-là qu'elles ne le font actuellement? Alors, il y a plusieurs étages pour faire en sorte qu'on puisse essayer de trouver des solutions. Alors, en sachant que Il n'y a pas de nous avons solution miracle, hein, par définition, déjà. voilà, nous avons l'humilité dans le livre de penser et d'écrire qu'il n'y a pas de solution, comme vous le dites, miracle, et que c'est un faisceau d'intervention à différents étages qui va permettre d'espérer réduire ces inégalités sociales de santé. La première chose, c'est de le mettre à l'agenda politique. Euh, Ça, c'est fondamental. Et c'est rare dans les différentes lois de santé qui ont été votées que cet élément-là soit le fil conducteur. Il apparaît à certains égards dans la stratégie nationale de santé, dans les lois de 2016, dit-loi Touraine, etc., etc. C'est quelque chose, et puis avant, dans les lois HPST, mais c'est pas le fil conducteur de ces lois-là. La deuxième chose, c'est qu'il faut pouvoir évaluer les politiques publiques en termes de santé. C'est fait en termes d'environnement, c'est constitutionnel, je crois. En Oui. termes de santé, rarement. Or, quand vous avez une politique du logement, elle a des impacts sur la santé. Un chiffre, hein, les SDF meurent en moyenne à 50 ans environ, quand la moyenne de vie est beaucoup plus, l'espérance de vie pardon, moyenne est beaucoup plus, beaucoup plus, est autour de 80 ans quand on moyenne les hommes et les femmes. Donc, on voit très bien que l'évaluation de l'impact de santé des politiques économiques et sociales, c'est quelque chose qui mériterait d'être développé. Donc, ça veut dire doter des outils pour pouvoir faire ces évaluations, etc. Et puis, la troisième chose, c'est de pouvoir voir quels sont les acteurs qui sont les plus outillés ou pas pour appréhender les interventions nécessaires. Et c'est vrai que les collectivités locales sont importantes dans la mesure où elles connaissent leur population et les acteurs locaux. Et pour pouvoir adresser ce qu'on appelle, pour pouvoir faire de l'universalisme proportionné, c'est-à-dire mettre les moyens là où les populations en ont le plus besoin, Mhm. ça suppose de connaître ces populations et ça suppose de connaître les acteurs locaux qui sont en capacité d'aller vers ces populations. Et parce que la pensée magique qui consiste à mettre en place une intervention sans se poser la question de comment elle va toucher sa cible, est parfois un peu trop présente dans les politiques de santé. Et c'est là où les collectivités territoriales auraient sans doute un rôle à jouer beaucoup plus important et de manière un peu systémique. En tout cas, la question mérite d'être posée. Alors après, à quel échelon? C'est une question qui dépasse la question de la santé, mais qui est d'aménagement du territoire. Alors, on ne dit plus comme ça maintenant, mais en tout cas, ça a le mérite d'être tout à fait explicite. Est-ce que les départements, les régions, les départements, les collectivités de communes ou les communes sont le bon échelon? C'est sans doute d'ailleurs des mixtes de ça. Et puis, ça suppose d'avoir des moyens dans le temps. Parce que traiter des questions de santé, ça nécessite d'avoir des actions qui se trament dans le temps et dans le long terme. Et aujourd'hui, on observe au niveau des collectivités territoriales des financements en termes de prévention et de promotion de la santé qui sont liés souvent à des projets. Or, des projets ne permettent pas forcément de structurer des directions de la santé, de pouvoir faire appel à des compétences, de faire en sorte que les personnels soient formés, de pouvoir évaluer les actions de manière pérenne avec des vrais services d'évaluation. Et donc, c'est ça, à mon avis, qui est important aussi à reposer sur la table pour que on puisse traiter de manière durable et le plus efficace possible ces inégalités sociales de santé. C'est important parce qu'elles viennent nourrir le sentiment d'inégalité générale qui se trame dans une population de plus en plus fragmentée en France. Il y a aussi un point sur lequel vous avez insisté au début de votre propos, c'est l'éducation. On parle, c'est un constat, hein, c'est un constat, je pense on est beaucoup à le partager. On ne parle pas de santé, que ce soit dans les lieux d'apprentissage, je pense à l'école, les universités, les collèges, les lycées, que ce soit aussi dans le lieu de l'entreprise.
La santé au travail est un sujet qui est souvent un petit peu mis de côté dans le cadre de l'entreprise. Aussi dans les médias, hein, alors, on en porte une autre responsabilité, mais entre guillemets, les grands médias nationaux ne parlent pas, ne font pas d'éducation à la santé. Est-ce que vous pensez aussi que là-dessus, il y a un travail à fournir, et peut-être un petit peu un logiciel à mettre à jour, parce qu'on se rend compte que ces constats-là, on les fait depuis des années, et on regarde les programmes scolaires, les dialogues sociaux au sein des entreprises, les questions n'arrivent toujours pas à l'ordre du jour. Ouais, c'est fondamental parce que c'est un des premiers déterminants de la santé que de l'éducation. La capacité à pouvoir adopter une représentation correcte des comportements de santé, de pouvoir aller chercher de la ressource, se l'approprier, la mettre en œuvre, et ce qu'on appelle, rentre dans la définition de ce que j'appelais tout à l'heure la littératie en santé. Et toutes les recherches montrent que c'est dès le plus jeune âge que les choses doivent être faites, mais aussi tout au long de la vie. Et c'est fondamental pour pouvoir avoir les comportements, j'ai envie de dire, qui vont bien à tous les moments, avant la maladie, mais aussi quand la maladie est là, pour pouvoir détecter les signes avant-coureurs. C'est aussi des représentations qui aident à prendre correctement son traitement. Donc, c'est tout au long de la vie que la question de l'éducation à la santé est présente. Alors, bien sûr, les inégalités, elles se trament surtout au début de l'existence. C'est là où il y a les habitudes alimentaires, c'est là où les habits, où la sédentarité, l'activité physique et les représentations autour de ça se construisent. C'est là où la question des des dangers, etc., donc des accidents domestiques derrière Bien aussi sûr. commencent à s'organiser. Et donc c'est fondamental de pouvoir investir sur cette question-là, effectivement. Alors, on observe une fragmentation aujourd'hui de l'école, on observe aujourd'hui aussi une paupérisation de la médecine scolaire. Et effectivement, tout ça ne va pas dans le bon sens. C'est à ces endroits-là aussi qu'il faudrait sans doute inverser la tendance. Oui. Peut-être aussi une question, vous êtes médecin de santé publique. On a le sentiment qu'il y avait eu, et je prends évidemment beaucoup de guillemets quand je dis ça, une opportunité à la sortie de cette crise sanitaire de réflexion sur les gestes à appliquer, sur notre vision par rapport aux actes de prévention. On a l'impression que tout ça fait un peu pchit maintenant que pour beaucoup, la crise sanitaire est derrière nous, même si on sait qu'il y a encore tous les jours des gens qui meurent de la Covid en France, hein. On l'oublie, on n'en parle plus, mais c'est une réalité. Est-ce que vous avez l'impression aussi qu'il y a une occasion manquée qui est autant la foi, entre guillemets, la faute, excusez-moi, des pouvoirs publics, des acteurs de santé, que aussi des usagers, hein, qui faut être responsabilisés dans la matière? Je ne sais pas si c'est une occasion manquée. En tout cas, je pense que les éléments à mettre sur la table sont encore devant nous. La crise Covid aura été un puissant révélateur des inégalités sociales de santé, C'est vrai. puisqu'on a vu des mortalités rapides et très amplifiées dans les départements, notamment en Seine-Saint-Denis, mais pas que, ou dans les agglomérations qui cumulaient les difficultés économiques et sociales, pour mille raisons, hein, de logement, de conditions d'éducation, enfin celles qu'on a évoquées. Et puis, en même temps, l'épidémie n'est pas finie, la pandémie n'est pas finie, même si on peut s'attendre à ce qu'elle dure moins longtemps maintenant que ce qu'elle a duré, hein, croisons les doigts. Mais il y a quand même la question environnementale et la santé environnementale est un puissant révélateur aussi, alors dans un temps plus long, des inégalités sociales de santé. Et je pense que c'est un sujet qui doit être mis sur la table pour être traité de manière structurelle. Donc les occasions, même s'il y a des occasions qui ont été perdues, notamment à un moment on a parlé du Ségur de la santé de la santé publique qui n'a pas eu lieu. Il n'est jamais trop tard et je pense que c'est intéressant de pouvoir dans les années à venir remettre au cœur du dispositif une culture de santé publique pour pouvoir faire en sorte de prévenir d'un point de vue non seulement des individus, comme c'est fait avec ces consultations à 25, 45 et 65 ans, mais aussi au niveau des populations en agissant sur les déterminants de santé qui ne sont pas des déterminants uniquement individuels et qui méritent une approche populationnelle, structurelle à tous les étages. Donc là-dessus, il y a encore beaucoup à faire et c'est pas trop tard, bien entendu. Donc, en mot de conclusion, vous êtes optimiste? Je Qu'il suis l'être. ni pessimiste, ni optimiste, ni pessimiste, ni optimiste parce que et c'est pour ça qu'on a fait le livre. Il est encore, espérons-le, à tout début de son histoire. C'est pour faire prendre conscience et puis mettre le débat sur la table. Je pense qu'aujourd'hui, là, on est en pleine période de PLFSS avec ces consultations et qui mettent au devant déjà la prévention. Consultation à 25, 45, 65 ans. C'est un premier pas. Il est sans doute nécessaire. Il sera sans doute pas suffisant pour pouvoir réduire les inégalités sociales de santé. Ça, c'est évident. En sachant que s'il n'y a pas de démarche de aller vers les populations les moins favorisées
pour mille raisons, n'iront pas vers ces consultations ou iront moins vers ces consultations que les gens qui sont déjà sensibilisés et qui prennent en charge leur santé de manière assez naturelle. Merci, docteur Leblanc. Je rappelle que vous êtes donc co-auteur avec Alfred Spira d'un livre qui s'appelle Santé, les inégalités tuent, qui sont aux éditions du Croquant. C'est trouvable dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre. Je vous remercie de nous avoir consacré un peu de votre temps. Peut-être on se retrouve pour un tome 2. Bah c'est pas à l'ordre du jour, mais espérons que les politiques publiques nous aideront à faire le tome 2. Enfin, le tome 2, ce sera les inégalités diminuent. On le souhaite. Voilà, par exemple. Sinon, Par exemple. si ça se creuse encore, là, ça ne sera pas bien. Là. Voilà, ça ne sera pas bon. En tout cas, merci Alexandre et merci à Espace Social Européen de nous donner l'opportunité de mettre ça à l'agenda, au moins des médias et de ceux qui vous écoutent et qui nous écoutent. Vous savez qu'on donne toujours la parole aux gens qui font bouger le système dans le bon sens. Voilà, donc il n'y a pas de souci. C'était évidemment un grand plaisir de vous avoir avec nous ce matin. On se retrouve les uns les autres la semaine prochaine pour un autre podcast de la rédaction d'Espace Social Européen. En attendant, lisez ce livre, c'est vraiment très intéressant. On vous le conseille vivement. Les fêtes de Noël approchant progressivement. Peut-être ça fera un cadeau pour ceux qui le souhaitent, qui du sapin. Voilà. À très bientôt en tout cas. Merci à toutes et à tous. Merci, au revoir.